Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois d'août. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de recevoir Romane Gréto. Romane qui est chanteuse, danseuse, comédienne, mais aussi pédagogue en danse et en pilates. On aura évidemment l'occasion de parler de tout ça en détail. Je vous laisse avec l'épisode, mais avant ça, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner et à le partager autour de vous. Merci encore pour tous vos retours et de mon côté, je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Romane, comment ça va ? Eh ben ça va très bien, merci. Je te disais en off que c'est la première interview où on va un peu plus parler en profondeur de danse. Oui. Donc je suis très contente que ce soit avec toi. Bah, merci. Voilà. Et puis du coup, est-ce que la danse, ça a été la première discipline que tu as pratiquée, peut-être même enfant ? Ouais, exactement. En fait, c'est le premier loisir que j'ai fait. Je m'en doutais. Je pense que j'ai commencé avec de l'éveil à 4-5 ans, quoi. Donc vraiment, oui, très très jeune, quoi. Tu vois, des brefs souvenirs. Enfin, voilà, c'est pas moi qui ai vraiment décidé au début, quoi. Ouais, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des enfants où on voit tout de suite, ils bougent, ils dansent, quoi, dès même tout jeune. Est-ce que du coup ça a été un petit peu ça, tes parents te voyaient danser dans le salon, tout ça, ils se sont dit allez on la met à la danse ou J'avoue que je sais pas trop, mais en fait, ma mère, elle a toujours fait de la danse. Et ma tante, la sœur de ma mère, était professeure de danse. Elle avait son école de danse aussi. Donc, je pense que, voilà, en plus, je suis l'aînée. Première petite fille, je pense qu'il y a un réflexe. C'était sûr que tu y allais, ouais. Bah voilà, tu l'inscris puis tu vois si ça prend ou pas. Bon, moi, ça a pris fois 10 000. Ouais. donc voilà, après, ça a toujours été plutôt un loisir enfant. Je voulais pas du tout en faire mon métier, sauf peut-être vraiment très enfant, comme toutes les petites filles. Donc c'est ta tante qui tenait une école, c'est ça ? Ouais. Et ta maman, elle dansait, mais pour le plaisir aussi ? Pour le plaisir, ouais. D'accord. Pour le plaisir, elle a fait beaucoup de danse jazz, elle a fait beaucoup de claquettes aussi par la suite. Et voilà, donc c'est elle qui m'a initiée à ça, quoi. Ouais. Et donc tu faisais de la danse donc enfant, et ensuite tu as pu aussi continuer quand tu étais un peu plus âgée, au collège, au lycée. T'as jamais arrêté en fait. Non, je n'ai jamais arrêté. J'en ai fait jusqu'à la fin de ma scolarité, jusqu'à temps que je parte de la ville de chez mes parents, et après même dans mon parcours je me suis un peu perdue 1 an à la fac, et même pendant que j'étais à la fac je continuais de prendre mes cours parce que je rentrais tous les week-ends chez mes parents, et je prenais toujours mes cours de danse, et même j'en prenais à Angers parce que du coup j'étais à la fac à Angers. Donc non, ça ne m'a jamais quittée. J'ai commencé avec de l'éveil, de l'initiation, du truc débutant, où voilà, il n'y a pas une discipline vraiment marquée plus que ça dans un style. Et après j'ai fait 1 an de jazz, et moi je réclamais à faire du classique depuis un petit moment. Donc donc vraiment dès que j'ai eu l'âge de faire du classique, je suis partie en cours débutant classique. Donc voilà, j'ai fait plusieurs années juste du classique. Et après, j'avais envie de faire du jazz. Donc là, du coup, en fait, j'avais 2 cours par semaine. Un cours jazz, un cours classique. Et j'ai continué comme ça jusqu'à la fin de ma scolarité, quoi. Et voilà, moi, fallait vraiment que je sois malade au bout du rouleau pour pas que j'aille à la danse. Pour pas aller à la danse, ouais. Enfin, vraiment, en plus, voilà, c'est pas comme nous aujourd'hui, les cours open, où voilà, les gens ils changent tout le temps. Non, là, vraiment, tu retrouves ton groupe toutes les semaines. Enfin, voilà, c'était mes copines de la danse. Oui, c'est un vrai cocon après qui se crée. Enfin, quand tu t'y sens bien, c'est sûr que... C'est ça. Et puis, je pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir une bonne énergie de groupe, des gens avec qui j'ai grandi. Oui, parce que ça, en plus, c'est pas toujours le cas. Des fois, alors que ce soit dans la danse ou dans d'autres disciplines, mais c'est vrai que des fois, dans la danse, on entend aussi des choses qui sont pas toujours... où il peut y avoir un petit peu de la rivalité, même des fois très jeune, ou même avec... alors là, ou même avec les mamans qui se... Tu vois, on était dans une asso d'une petite ville. Donc, il n'y avait pas cette ambiance un petit peu... Voilà. Moi, je n'ai pas du tout connu les cours de classique hyper
rigide, avec la prof au bâton qui a 70 ans et qui enseigne encore. Enfin, no offense, hein. Mais oui, un peu ancienne école, quoi. Ouais, voilà. Se fait de moins en moins maintenant. Pas du tout. J'ai eu 2 professeurs de classique, dont une vraiment longtemps. Et voilà, ça a toujours été en pleine bienveillance. Et voilà, et du coup, j'étais plutôt douée pour quelqu'un qui en fait juste en tant que loisir, mais parce que je pense aussi que j'étais passionnée. Et voilà, j'avais un peu le truc, quoi. Ouais. Mais, bon. Et d'ailleurs, le classique, c'était vraiment quand même quelque chose qui t'attirait enfant. Enfin, est-ce qu'il y avait un truc particulier? Ça peut être, je dis n'importe quoi, mais est-ce que le côté le tutu et l'image de la ballerine, justement, je pense qu'il y avait un peu ça. Je me souviens que je pense que le premier Martine que j'ai eu, c'était Martine Petit-Rat de l'Opéra. Moi aussi, c'est le premier que j'ai eu, je crois. Je l'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Donc oui, j'avais envie de mettre un juste au corps et tout. Enfin, tu vois, après, franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais... Est-ce que tu avais vu aussi la page avec les... Enfin oui, forcément, avec les premières positions, deuxième position et les pieds pour faire la même chose. C'est ça. Premier cours. Merci Martine. C'est ça, j'avais envie d'être à la barre. Voilà, plein de choses comme ça. Et puis après... en devenant ado, je commençais un peu à me lasser, pas à me lasser, mais à être un peu moins fan du classique et à me diriger un peu plus vers le jazz, où c'est devenu un petit peu plus ma came. Et puis... Est-ce que c'était aussi peut-être parce que souvent, après ça c'est un peu les trucs clichés, mais on dit que voilà, l'adolescence, il y a aussi besoin un peu de... On a un peu marre des règles, du côté très rigoureux, peut-être, du classique. Non, est-ce que c'était lié à ça ou non, pas même du pas tout. Comme on disait en off, moi je suis une bonne élève, donc... Ah oui, donc c'était même pas pour ça. Voilà. Non, pas du tout. C'était même pas par esprit de rébellion ou pas quoi du que tout. ce Je soit. pense que, je pense pas avoir été une ado difficile déjà. Voilà, je pense pas avoir eu une grosse crise d'adolescence. Il fallait bien faire les choses, bien travailler à l'école aussi, peut-être. Ouais. On était sûrs. Oui. Voilà. Bon, je vois très bien. Et puis non, je pense que en fait, ce qui m'a un petit peu plus rapproché du jazz, c'est le côté ou peut-être que le côté musical, où c'était de la musique qui me plaisait peut-être un peu plus, ou aussi dans mes cours de jazz, on faisait plus de variations que dans mes cours de classique, où les cours de classique, c'est beaucoup à la barre et beaucoup d'exercices au milieu. Et puis, pour préparer les spectacles de fin d'année, là, tu commences à faire un peu plus des chorégraphies. Mais alors que le jazz, c'est vraiment à chaque cours, il y avait vraiment une choré, quoi. Et moi, ce que j'aimais, c'était vraiment danser, quoi. Oui. Et voilà. Et en plus, après, le côté scène, ça a été dès le début, parce que mes moments préférés, c'était vraiment le gala de danse, quoi. Et voilà. Et en plus, j'ai des souvenirs du coup, quand ma tante avait encore son école de danse, c'était ma grand-mère qui faisait la billetterie, ma cousine, elle aussi, elle est sur scène, et du coup, moi, j'allais dans les coulisses et tout, donc déjà, cet univers-là, j'avais pas envie d'en faire mon métier, mais déjà, cet univers de la scène, des coulisses, du théâtre, c'était déjà quelque chose qui me plaisait énormément. Et ça a pas été du coup l'élément déclencheur, du coup le fait d'avoir un peu toute cette joie au moment du spectacle qui t'a fait dire à un moment mais en fait c'est ça quoi. Est-ce que ça a été ça du coup pour la décision après de te lancer là-dedans, d'en faire un métier? En fait la décision elle a été prise quand même assez tard. Oui, parce qu'il y a eu 1 an à la fac dont tu nous as parlé c'est ça. avant. Mais en fait, oui, au lycée, je suis rentrée au lycée, je voulais toujours pas en faire mon métier. Puis en fait, ça commençait un peu à gamberger dans ma tête. Mais en fait, je pense que si je me suis pas décidée tout de suite, c'est que pour moi, c'était pas réalisable. Okay. Et je pense qu'il y a aussi une question de représentation où j'avais personne autour de moi qui était danseur professionnel, quoi. Et après moi j'ai commencé aussi la musique à l'adolescence, j'ai fait toute ma scolarité, collège, lycée, j'ai fait du piano, j'ai fait du chant. Voilà, parce que c'est vrai que oui, c'était aussi ça que je voulais te demander. Donc on a parlé de la danse, mais oui, tu chantais aussi, tu faisais du piano aussi, trop bien. Ouais. J'ai un peu tout perdu. Ouais. Après c'est ça aussi, les disciplines. Enfin oui, quand on est pluridisciplinaire, c'est qu'à un moment donné aussi c'est compliqué de tout faire, mais c'est ça. Mais bon voilà, et du coup j'avais ce truc de
est-ce que je veux être juste danseuse ou est-ce que je veux être artiste pluridisciplinaire, faire de la comédie musicale. Enfin, je connaissais un peu la comédie musicale, mais pas du tout autant que maintenant. Ah non, ouais. Et ouais, et puis en plus, moi je viens d'une petite ville, il n'y a pas de conservatoire, etc. Je pense pas que j'étais passionnée, mais je me disais pas allez, je vais partir en internat et comme ça je peux faire un truc horaire aménagé, un conservatoire, machin. Bon, voilà. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça aurait été cool, vraiment bien que je fasse ça parce que j'aurais gagné du temps. Mais voilà, j'avais pas ces envies-là à l'époque et je pense même plus pour avoir envie, il faut une représentation et je pense que cette représentation, je l'avais pas. Je suis hyper d'accord avec toi parce que c'est vrai que ça reste aussi des choix qui sont des choix de vie, même c'est une organisation, même pour les parents. Et c'est vrai que d'arriver à se dire pour qu'il y ait un truc derrière, quoi. Et donc de se représenter ça, comme tu dis, si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage, est-ce que ça nous vient même des fois à l'esprit, quoi, de se dire ouais, bon, après moi j'avais quand même du coup ma tante qui avait eu un cursus danse et tout, mais après déjà moi à l'époque j'avais pas du tout je me projetais pas du tout en tant que professeur. Ouais. Donc oui, c'est encore différent que ce truc de je vais vraiment avoir une carrière ouais, et puis je sais pas, en fait j'avais d'autres envies. C'est vrai que j'étais très bonne à l'école, bon voilà, après je voulais être dans le médical, après j'ai pas du tout pris une filière S et non, et après j'ai voulu faire de la com et après j'étais vraiment perdue, mais c'était quand même là dans ma tête et tout, mais j'osais pas trop en parler parce que en fait vu que je faisais ça depuis toute ma vie mais que j'avais jamais dit genre en fait je veux être artiste professionnellement, y avait une part de moi qui osait pas l'avouer. Je comprends, mais exactement ce que tu ressens. Et en fait, je me suis inscrite à cette fac de langue. Je savais pertinemment, avant même de commencer, que je ne finirais pas. C'était genre, oui, bon, je vais faire ça, comme ça je prends le temps de réfléchir et d'assumer un peu plus mon choix. Après, j'étais en mode... oui, je vais faire un métier, mais je pense que pour avoir 0 regret dans ma vie, il faudra qu'à un moment, je sais pas, je monte un spectacle ou je fasse un truc. Enfin, voilà, j'étais un peu... En fait, il y avait une réflexion qui commençait à s'installer, mais pour vraiment que ça puisse prendre... vraiment se concrétiser en mode sérieux, ok, on y va, y avait peut-être d'autres choses à penser, comme tu dis. En plus, je sais pas si tu as eu ce discours-là, mais quand on est bon à l'école, on nous encourage aussi à faire des études, on nous dit pas arrête tout et deviens artiste. Il fallait que je sois ingénieur, fallait que je fasse une classe prépa, enfin voilà, que des trucs que je n'avais pas du tout envie de faire. C'est ça. Et puis il y a aussi un truc aussi, c'est que déjà sans même parler de l'artistique, mais c'est pas toujours évident déjà de se projeter dans un métier quand on a 16-17 ans. Donc en plus, quand il y a cette envie de faire quelque chose qui est un peu out of the system normal, on va dire ça comme ça, je sais pas si c'est ça que t'as ressenti, mais ce truc de ok, il faut sauter le pas, mais en même temps il y a un peu rien qui m'aide à le faire, peut-être, ce truc de je suis pas forcément poussée, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que, en fait, ce qui a fait qu'aujourd'hui je fais ce métier-là, c'est que, je suis quand même assez... j'ai toujours été quand même assez affirmée. Ouais. Donc, en fait, une fois que c'était décidé, j'allais m'en donner les moyens et puis j'allais vous convaincre que c'était la bonne chose à faire, quoi. Parce qu'au début, ça n'a pas été très bien accueilli. Dans ton cercle familial, notamment. Oui. Ah oui, non, ça n'a pas été bien accueilli. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le moment... Et pour quelle raison, du coup ? Parce que le classique t'en vivras jamais, mais c'est pas un métier sérieux, parce qu'au début la réflexion c'était sur le fait d'être danseuse, ou c'était déjà un peu ce ce côté tridisciplinaire. Au moment où j'ai dit je veux faire de l'artistique, je pense que j'étais encore en train de réfléchir entre
soit une école de danse, soit une école de comédie musicale. J'avais pas trop encore choisi. Et puis, quand j'étais au lycée, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de me barrer de ma ville. Vraiment, j'ai grandi à la campagne et mon collège, mon lycée était à Saumur, donc c'est une petite ville. Et voilà, moi, j'ai jamais voulu rester là. J'adore y retourner un week-end et tout, mais pour moi, la campagne, c'était pas moi, quoi. Ouais. Il fallait que je parte vers plus grand, mais en même temps, partir trop loin, c'était aussi trop vertigineux, quoi. Donc voilà, il fallait que je trouve une école où je me sentais aussi capable de déménager, de quitter tous mes amis, ma famille, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au début, clairement, mon père il m'a rayonné quand quand je suis rentrée. En fait, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. J'étais à la fac, ça faisait même pas un mois que j'y étais, et tous les vendredis je rentrais et j'avais mon cours de classique le vendredi soir. Et ma mère vient me chercher et elle me dit en plus j'étais en conduite accompagnée à l'époque. Vraiment, le sujet pas avoir au volant quand t'es en conduite accompagnée. Je vois bien que la fac ça te plaît pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et là vraiment, je prends mon courage à deux mains. Je dis j'aimerais être danseuse. Mais quoi? Mais n'importe quoi. Ouais. Il y a eu, c'était le. D'accord, ouais. Donc voilà, et genre on rentre à la maison, ta fille va être danseuse. Et là, vraiment, comme dans les films en fait. Oui. C'est ça, mais n'importe quoi, t'en fais ton loisir autant que tu veux, mais tu devrais t'assurer, sécurité, d'un job où il y a du boulot, qui rapporte, c'est quoi cette nouvelle lubie, bon voilà. Et de fil en aiguille, après il y a eu l'annonce aussi à mes grands-parents et tout, c'était vraiment hilarant. Oui, parce que c'était hilarant avec le recul. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est là aussi où on se rend compte qu'il y a, je pense même au niveau de la génération dans laquelle nous on est, maintenant j'ai l'impression que c'est de plus en plus, pas banal, mais il y a quand même un truc où ça paraît plus plausible que, comme tu dis, pour des générations de nos parents, mais encore plus sur celle de nos grands-parents où c'était inimaginable de faire des choses comme ça. Oui. Puis pour la petite anecdote, c'est que ma cousine, du coup, avant moi, avait quitté son école de droit, la fac de droit, pour faire une école de stylisme. Donc mes grands-parents, ils étaient en PLS. Ah oui, c'était mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une qui va faire un métier normal dans cette famille. Ah bah ça, ouais. Non mais c'est vrai que c'est... Mais enfin... Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça questionne aussi nos préjugés sur les choses. Parce que finalement, souvent, ce que veut notre famille, dans, on va dire, une grande partie des cas, quand tout se passe bien, mais c'est qu'ils veulent qu'on ait un métier pour qu'on gagne notre vie, qu'on ait suffisamment d'argent pour vivre. Oui, et ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention. Et c'est vrai qu'on se dit pas que forcément ces métiers-là vont... parce qu'il y a ce truc aussi il y a peu d'élus, donc forcément, les autres vont finir... vont pas s'en sortir, quoi. Ouais, clairement. Et puis, c'est ça, c'est une méconnaissance sur le sujet. Après, c'est sûr, c'est un métier qui est très dur. Mais c'est pas forcément la réalité telle que les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, quand tu connais pas. On a la chance d'avoir l'intermittence du spectacle. Notamment, ça c'est un des gros points qui... Oui. Mais voilà, puis bref, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire de la comédie musicale. J'avais 2 auditions d'école de prévues. La première, ça a été Corilla et j'ai été prise et du coup j'ai pas fait l'autre école. Et puis en fait du coup entre cette annonce et l'audition pour l'école il s'est passé 6 mois, tout le monde avait digéré l'info. Bon, déjà. Et j'étais là, en fait c'est pas une lubie, c'est ce que je veux faire. Et voilà, et ma mère m'a accompagnée à Paris et voilà, j'ai passé l'audition à Corilla et puis j'ai été prise et je suis rentrée dans cette école là. Et du coup, qu'est-ce qui a orienté le fait que tu choisisses comédie musicale plutôt que vraiment danse? Bon, j'imagine parce qu'il y avait aussi le chant qui était là. Oui, j'avais quand même très envie de chanter. Le théâtre, j'en avais fait un peu, mais vraiment beaucoup moins. Ouais.
Franchement, j'en ai fait un peu au lycée, mais en option, quoi. Mais vraiment très peu. Et c'est la discipline qui me faisait le plus peur parce que moi, de base, je suis quand même une grande timide. Et voilà. Et non, ouais, en fait, j'avais envie d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Voilà, j'étais quand même attirée plus par cet univers comédie musicale que l'univers de compagnie danse. Ouais. Et voilà, je chantais déjà et j'avais envie de continuer à chanter et voilà. Oui, mais du coup, c'était logique finalement d'aller plus... c'est ça. Et du coup, ta formation, comment ça s'est passé Qu'est-ce que t'en as retiré, on va dire, parce que c'est vrai que les formations, il y a beaucoup de choses. Souvent, c'est intense parce qu'en 2-3 ans, on apprend un métier, quoi, voire 3 métiers en même temps. Dans les choses que tu as pu aimer, celles que tu as moins aimées alors, pour moi, j'ai le plus gros problème, je commence par le négatif, c'est pas ouf, mais le plus gros problème pour la fin. ouais, c'est ça, des écoles de comédie musicale à Paris, c'est qu'en fait, il y en a aucune où l'exigence est la même dans les 3 disciplines, où tu sors de cette école avec le même niveau dans les 3 disciplines, contrairement aux écoles plutôt anglo-saxonnes, américaines et tout. Mais parce que aussi on n'a pas eu ça avant d'arriver dans cette école-là. Enfin, je pense que personne n'arrive en école de comédie musicale en ayant le même niveau dans les 3 disciplines. Mais voilà. Et bon, moi à Coréa, j'ai une super promo. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans cette année, donc je leur passe le bonjour au passage. Donc c'était en 2016. Ça fait 10 ans que je suis sortie. Ah, que t'es sortie, d'accord. Ah oui, oui. Wouhou! Petit anniversaire à fêter. Et donc voilà, bon, on avait tous un peu notre passif, voilà. Mais donc ouais. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait tous cette envie de travail et de progresser, et on avait quand même à peu près tous la niaque, quoi. Et du coup, le groupe nous a tous portés. Après, voilà, il y a des professeurs que j'ai préférés à d'autres. Il y a d'autres qui m'ont beaucoup plus fait progresser que d'autres, sur les 2 ans. Après, voilà, moi, j'avais toujours quand même ce truc de... Je voulais vraiment progresser en danse. Je voulais tabasser en danse, quoi. Ouais. Et le truc, c'est qu'en formation comédie musicale, t'as pas assez de danse. Donc, moi, je vivais juste au-dessus de Coréa. J'avais un appart. C'est rigolo, ça. Un coloc au-dessus de l'école, vraiment, Undo Stress, le truc. Avec les dramas en moins. Ah ouais. Mais pour arriver à l'heure, ça c'est pratique au moins. Oui. Et voilà, franchement, j'ai donné 2 ans de ma vie à cette école. Je faisais le ménage le matin pour aider à payer ma scolarité. J'étais sur le training tout le temps, avant, après les cours. Je prenais des cours open. Du coup, ma première année, je prenais des cours open de danse en plus de la formation parce qu'on avait 20 heures de cours pour 3 disciplines, ce qui est quand même assez peu. Et oui, parce qu'après, quand on divise, forcément... ouais, c'est ça. Et pour moi, en plus, la danse, c'est ce qui demande le plus de temps. Donc, voilà. Et du coup, en fait, j'ai demandé à ma directrice d'école si l'année d'après, je pouvais faire le double cursus, parce qu'à Coréa, il y a une formation danseur aussi. Ok. Donc la 2e année, le matin j'étais à la danse, l'après-midi j'étais en comédie musicale. Sacrée semaine. J'imagine. Mais j'étais pas fatiguée, quoi. Peut-être que si, mais des fois oui, mais... Tu devais tellement être stimulée par cette justement envie d'apprendre et de progresser que voilà, c'était peut-être éclipsé. Ouais, et puis il y a même certains cours où voilà, je trouve qu'en France, dans les formations académiques, justement, c'est trop académique et des fois, on fonce pas assez, quoi. Et ça, vers la fin de ma formation, c'est ça qui me manquait. Et il y a des choses très bien dans le sens où, avec le DE, on cherche vraiment à respecter le corps des danseurs.
dans notre génération. Et, le DE, le diplôme d'état, je précise, pour professeur de danse. Donc voilà, on nous expliquait comment vraiment le mouvement, par où il doit passer, est-ce que tu dois sentir, etc. Et du coup, moi, dans ma tête, j'étais là, oui, ok, mais en fait, j'en ai marre d'écouter, j'ai envie de faire mes 3500 fois, s'il faut, pour comprendre ce que tu es en train de me raconter, quoi. Et en fait, j'ai eu plusieurs professeurs qui ont, eux, eu un moment dans leur parcours, un bout de formation à New York. Ouais. Et en fait, ça m'attirait de plus en plus, et aussi avec la comédie musicale, etc. Ouais. Et en fait, ouais, j'ai des profs qui m'ont dit ce que eux avaient fait. Et en fait, avec 2 autres copines de la formation, toutes les 3, on est partis pour 3 mois à New York, après nos 2 ans à Corella, au Broadway Dance Center. Et là... mais révélation, quoi. Tu as découvert le Graal. Ouais. Mais vraiment, alors du coup, moi, j'ai étendu d'1 mois, donc je suis restée 4 mois en tout, mais oui, c'était une belle immersion. Alors, moi, je suis allée qu'une fois à New York dans ma vie, c'était 8 jours, et déjà en 8 jours, je trouve que c'est fou tout ce que tu prends. J'étais allée prendre 2 cours de danse, donc c'était vraiment, puis c'était l'époque Covid, donc on pouvait pas non plus, on avait les masques, etc. Mais j'imagine qu'en 4 mois, déjà, tout ce que tu dois choper. Ah ouais, mais en fait, il y a pas le time, et je me suis rendu compte aussi là-bas qu'ils avaient vraiment compris qu'un danseur, c'était un athlète de haut niveau, tu vois. Ouais. Et donc, avec le renfort que ça demande. Et ça, je trouve que c'est quand même venu un peu plus en France, donc c'est très bien. Mais genre, la préparation physique, de vraiment avoir le corps qui est apte après. Moi, je faisais pas un seul cours sans qu'il y ait des abdos, du gainage, des pompes, des machins. En fait, je suis rentrée, on m'a dit, mais Roman, mais t'es musclée. J'étais là, mais ouais, mais vraiment, moi, je galérais à monter mes jambes avant de partir à New York et tout. Enfin, je suis rentrée, je savais monter mes jambes, mais parce que et c'était aussi un de mes objectifs, parce que de base, je suis pas souple naturellement, j'ai dû beaucoup travailler pour l'être. Et même j'ai des profs là-bas qui m'ont dit, mais en fait, Roman, c'est pas juste une question d'être souple. Si tu veux lever tes jambes, c'est une question de force, parce qu'en fait, il faut la force de la monter et de la tenir, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. Et voilà, et ouais, j'ai bouffé des cours. Et je suis arrivée en me disant, ah ouais, on a 12 cours par semaine d'1h30, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Parce que c'était pas la même intensité. Et oui, le temps n'est pas utilisé de la même façon. Et... Ouais, et en plus, c'est un système un peu hybride, le Broadway Dance Center. C'est que, en fait, c'est des cours open, mais c'est toi qui choisis ton emploi du temps. Enfin, t'as quand même des règles, tu dois choisir une spécialité, machin. T'as un petit suivi, mais ça reste quand même assez libre. Et c'est pas juste t'es un même groupe, dans les mêmes cours, avec les mêmes profs, tout le temps, tu vois. C'est un peu un mix du cours open et de la formation. Mais moi, j'avais ma mentor qui me suivait et qui m'a débloqué aussi beaucoup de choses psychologiquement, qui ont fait que physiquement, ça s'est débloqué. Voilà, c'est 4 mois incroyables. Parce qu'en fait, après mes 2 ans à Corée, je me sentais pas du tout prête à travailler. Ouais. Et puis en plus, ma deuxième année, j'ai voulu passer mon EAT, je l'ai pas eu. Ça a été hyper dur pour justement la bonne élève que j'étais. Bah oui, forcément. D'avoir le premier échec de ma vie. Puis en plus, oui, c'était parce que du coup, toi, tu venais déjà avec quand même un bagage en danse. Là où effectivement, dans les écoles de comédie musicale, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y en a qui ont jamais pris de cours de danse ou alors très peu. Donc c'est sûr que quand t'es quand même bien lancé dans un domaine, tu te dis bon, peut-être que je vais déjà commencer par avoir des résultats dans ce domaine-là, puis élargir après. Mais oui, après je me suis quand même rendu compte que, je savais que j'avais pas fait de conservatoire, que voilà, j'étais dans ma petite école et tout, et que certes pour ma petite école j'avais un super niveau, mais que c'était pas la réalité du domaine professionnel. Et puis en fait je savais que j'allais arriver sans avoir un niveau pro, et qu'il fallait que je bosse à fond, mais pour le coup j'ai toujours été assez travailleuse, donc et puis dans ce que tu dis aussi, j'ai l'impression que tu étais très lucide aussi sur les choses, c'est-à-dire ok, là voilà, je remarque que j'en suis là, que là ce qu'on me demande, ou même par rapport au milieu du travail, non, là il faut que je mette les bouchées doubles, ou que j'aille voir justement là en l'occurrence à New York un peu ce qui se fait pour peut-être encore plus monter la barre de
de ton niveau, quoi, tout simplement. Donc c'est vachement bien parce que tu t'es beaucoup prise en main aussi là-dessus. Oui, et puis en fait, juste tu te compares aux autres, hein, puis tu vois où où t'en es, quoi. Ça, c'est sûr qu'après il y a l'aspect, bon, tu tournes la tête, etc. Oui, il peut y avoir effectivement des espèces d'électrochocs où tu te dis, ok, c'est ça que je veux, en fait, je veux avoir le même truc qu'elle, ou voilà, ou en tout cas développer telle ou telle compétence. Puis, je savais que j'étais loin d'être à la ramasse, mais je savais que j'étais pas la meilleure non plus. Et de toute façon, je le suis toujours pas et je le serai jamais. Mais voilà, j'avais cette envie d'aller découvrir ce qui s'y passait et franchement, j'ai tellement appris. Et puis, en vrai, aujourd'hui, dans les danseurs, quasiment tout le monde passe par, que ce soit Londres ou New York, quasiment tout le monde y passe. Parce qu'ils ont une manière de voir, d'approcher le travail de la danse et le travail de manière générale. Ouais. Qui est différente de la nôtre et voilà, et aujourd'hui moi je me sers vraiment de ce que j'ai appris en France et aux États-Unis, quoi. J'essaye de vraiment prendre le meilleur des deux pour à mon tour donner des cours, quoi. Mais c'est vrai que en 4 mois j'ai progressé autant que mes 2 ans en France. C'est fou parce que du coup je comprends en l'ayant encore une fois vécu sur un échantillon, mais je me souviens en tout j'ai pris 2 cours d'1h30 donc sur 3 heures, mais ce que j'ai appris, enfin effectivement j'avais l'impression que la rentabilité de cette 1h30 était décuplée au centuple, quoi. C'était assez impressionnant. Donc je me doute encore une fois que ces 4 mois ont été hyper profitables pour toi et justement donc là sur l'aspect danse, est-ce que tu t'étais dit la même chose, par exemple, en chant et en théâtre, ou est-ce qu'il y avait quand même d'abord cet objectif de toi te sentir dans le niveau que tu voulais atteindre en danse? Est-ce que pour le chant et le théâtre, t'as eu la même recherche, le même approfondissement, ou ça s'est fait de manière différente? Parce qu'en plus, ce sont des disciplines différentes, donc ça s'aborde peut-être pas de la même manière aussi. Oui. Le théâtre, moins, très honnêtement, c'est celle que j'ai le moins poussée, hein, comme discipline. Après, quand je suis partie à New York, je me suis dit, en fait, je vais pas me lancer à faire du théâtre en anglais. Enfin, je me trouve pas c'est encore une difficulté supplémentaire. Pas du tout prête avec le truc. Et par contre, je continuais de prendre des cours de chant à l'école. Je faisais que la danse, mais voilà, pour ceux et celles qui vont le connaître, je prenais des cours avec Eric Gettner qui vivait à New York à l'époque, et parce que moi j'avais Léo Vaniro en prof de comédie musicale, et quand je lui ai parlé de ce projet-là, elle m'a dit mais j'ai un de mes meilleurs potes, il vit à New York, si tu veux continuer à chanter, et puis du coup avec un prof français il pourrait te donner des cours et tout, et donc j'ai continué vraiment à chanter tout le long où j'étais là-bas. C'est super d'avoir eu du coup ce prof, un contact, et puis en plus en parallèle, parce que c'est vrai que quand on se lance justement à fond dans une discipline, après on se dit ok, est-ce que je vais avoir le temps, la possibilité de aussi travailler, puis bon, les cours particuliers, c'est vrai que en chant c'est quand même aussi, je sais pas si toi tu as eu ce ressenti-là, mais effectivement dans les écoles de comédie musicale on a des cours, donc la plupart du temps c'est collectif dans toutes les disciplines, mais c'est vrai que le chant, je trouve que les progrès qu'on fait en cours particulier, encore une fois, c'est incomparable, et c'est même un peu la case obligatoire, si ce n'est pas pour dire c'est obligatoire. Oui, c'est ça, et puis c'est compliqué de progresser en chant en cours collectif, parce qu'en fait c'est chacun son tour, donc en fait sur 2 heures de cours, combien de temps sont consacrés à toi? En danse, tout le monde peut danser en même temps, en chant, si tout le monde chante en même temps, c'est difficile d'avoir des conseils personnalisés, quoi. C'est ça, et tout comme en théâtre aussi, pareil, le temps est un peu divisé par le nombre de personnes aussi. C'est ça. Et puis, je pense que vraiment, là, tous les artistes qui sont sortis de formation, personne ne va en cours de chant collectif. Ou sauf peut-être pour travailler la polyphonie, voilà, les armos, ou des masterclass avec, mais c'est vrai que c'est encore si tu veux travailler ta technique vocale, je pense que vaut mieux prendre un petit cours particulier, tu gagneras du temps finalement. oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Puis il y a un truc aussi qui est très moi que je trouve assez en tout cas avec beaucoup de gens justement dans le chant, c'est un peu ce qui ressort, mais il y a un côté très intime aussi, parce que la danse, on va voir
c'est extérieur, c'est-à-dire que voilà, si ton bras il est pas bien placé ou ta posture, etc. Le chant, il y a beaucoup de choses où c'est pas forcément visible à l'œil nu entre guillemets, ou alors il faut arriver à voir certaines choses, de dire ok là, la façon dont tu respires, la façon ta mâchoire, etc. Mais il y a beaucoup de choses aussi où même ça va être lié à un aspect psychologique, à comment on perçoit le son qu'on va produire, etc. Et il y a quand même ce truc où c'est très personnel parce qu'on a tous aussi une voix différente et bien sûr qu'il y a des corps différents, mais c'est pour ça que ça peut être aussi un peu intimidant. Enfin, on va peut-être pas aussi loin qu'on pourrait dans un cours collectif que ce qu'on fait dans un cours individuel par rapport à ça aussi, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, je pense qu'on peut le... Enfin, avant de s'inscrire dans une école de comédie musicale, tu le sais pas forcément. Ça, c'est quelque chose, je pense que tu t'en rends compte une fois que tu le fais, finalement, et tu t'en prends conscience après, quoi. Oui, il y a ce truc aussi où, moi, que j'ai dû dépasser, ce truc de timidité, c'est la... chanter devant les autres, en cours, passer en théâtre devant les autres aussi. Les premières fois, c'était terrible pour moi, quoi. Et le pire, c'était l'impro en théâtre. Vraiment. Et puis en plus, oui, tu parlais de timidité. Enfin, je pense que qu'on se sente d'ailleurs, qu'on se considère comme étant timide ou pas, je pense qu'il y a quelque chose de tellement... Ouais, c'est une mise à nu, en fait. C'est une mise à nu, ouais. C'est vrai que c'est le terme que tellement d'artistes emploient, quoi. Ah oui, vraiment. C'est même peut-être parfois une question de pudeur aussi. Il y a un truc où ça reste un exercice qui est compliqué. Et je pense même pour des gens qui ont des années et des années de carrière derrière eux, c'est... Mine de rien, il fallait le faire quand même. Ouais. Mais oui, même, tu vois, genre quand je demande à des potes de m'aider pour une audition ou quoi, c'est toujours cette première fois où tu fais ta chanson, tu fais ton truc et t'es là, t'es devant ton pote qui t'a entendu plein de fois chanter, mais genre, tu sais, t'es un peu gêné, quoi. Oui, il y a ce truc d'inhibition, en fait, où tu t'as du mal à te lâcher, puis après... Ouais. Après, ça va, quoi. Mais après, une fois que t'es dans le bain et tout, c'est bon. Mais oui, je vois ce truc où il y a quelque chose qui est un peu... Et après, une fois que ça s'ouvre, c'est bon, ça va mieux. Et du coup, c'est un peu... C'est pas bizarre, mais tu vois, être sur scène devant des peut-être 1000, 2000 personnes qui sont dans le noir, mais vraiment aucun problème. Mais juste dans une petite pièce face à une personne qui te regarde, les yeux grands ouverts, t'es là. Ou quand à un repas de famille on te demande de chanter ou avec des potes, c'est marrant parce qu'effectivement on a fait des trucs où il y avait bien plus de monde et dans des conditions aussi parfois. Et là, oui, avec les gens en plus souvent qui sont proches de toi et tout ça. Presque c'est encore moi ça me terrorise parfois. Je suis là en mode ça fait encore plus peur. Ouais, c'est clair, ouais, vraiment chanter, jouer devant la famille, c'est jamais oui, quand ils viennent nous voir aussi, il y a un petit truc de ils sont dans la salle. Oui, avoir des gens dans la salle, ça aussi c'est j'essaye d'oublier moi parce que sinon parce qu'il y a plein de fois où j'ai fait des mauvais shows parce que des gens étaient dans la salle et après t'es deg. Mais c'est parce qu'il y a un truc dans ton cerveau, oui, qui du coup il se met la pression ou c'est oui, puis tu te regardes faire. Oui, c'est ça. Tu te regardes et t'es plus dans le moment, dans l'instant dedans, quoi. Ouais. Donc ouais, ça c'est pas facile. T'es quelqu'un qui a le trac quand même ou ça va. Pour des premières, oui, mais en vrai, une fois que c'est parti, une fois que j'ai fait une première fois, une deuxième fois un truc, après non, je suis pas très... Après oui, les premières effectivement c'est particulier parce que puis des fois, selon aussi le temps de répétition, des fois les premières c'est vraiment des premières, quoi. Faut se lancer et c'est clair, des choses que t'as pas pu toujours faire. Quand t'as appris tes chorés sur vidéo ou que... c'est clair que... t'as eu 3 jours de répète. Alors justement, c'est bien parce que on va pouvoir enchaîner sur les premières expériences pro que tu as eues. C'est vrai que j'imagine que tu as dû en plus faire des choses très très différentes. Et oui, il y a des fois où c'est pas toujours évident, comme tu dis, l'apprentissage sur vidéo ou même des fois dans des trucs où juste il n'y a pas beaucoup de temps pour répéter, où du coup ça va très vite, il y a des choses que tu n'as pas le temps de tester. Comment du coup ça s'est passé ton entrée sur le marché du travail, de l'artistique? Difficilement. Oui, moi de toute façon, globalement, j'ai quand même toujours galéré dans ce milieu. Qu'on se le dise. De ce que tu as ressenti, c'est-à-dire que c'est... Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, OK, bon, comment ça va se passer? Est-ce que je vais trouver du travail tout de suite ou pas?
parce que donc oui, tu faisais de la danse quand tu étais au collège, au lycée, et tu faisais partie de compagnie déjà un petit peu, parce que là on parlera après. J'avais vraiment eu aucune expérience professionnelle avant de rentrer de New York. D'accord. Hormis mes spectacles de fin d'année d'école, quoi, de formation ou d'école avant, quoi. Donc vraiment, j'ai fait ma première expérience a été pour le Nouvel An quand j'étais à New York, justement avec ce fameux Eric Jetner on faisait un truc pour une petite opérette sur Long Island, c'est ça? Je sais plus. Enfin voilà, et genre en fait, fallait 3 danseurs, il manquait une danseuse, juste pour faire un petit cancan, une petite valse, machin. Trop bien. Et voilà, donc pour la petite anecdote, j'en suis assez fière. La première fois que j'étais payée pour danser, c'était en dollars. Ah mais alors ça c'est, franchement, c'est hyper classe comme anecdote, vraiment. Tout le monde ne peut pas se vanter de ça. Pour la suite, a été moins glorieuse, mais alors, après, du coup, après ça a été compliqué, tu veux dire, de trouver des contrats. En fait, c'est ça. En fait, je savais que ce milieu allait être difficile, je savais que les castings ça allait être difficile et que ça marcherait pas forcément du premier coup. Tout ça je savais, mais en fait le vivre et le savoir c'est quand même 2 choses bien différentes. Bien sûr. Et voilà, moi je suis rentrée de New York en février 2017. Voilà, le temps de trouver un appart et tout. Et après là en fait je pense que j'ai passé 20 auditions quoi. Et en plus c'est ce moment où tu sors de la formation, où tu arrives dans la vie active et t'as pas encore de routine, où genre, en fait, quand t'as pas de travail, t'es là chez toi à rien faire et c'est hyper dur, quoi. Et puis en plus, à l'époque, moi, j'ai mis du temps à me trouver vraiment artistiquement. Voilà, je voulais tout faire, quoi. Je voulais faire de la danse, je voulais faire de la comédie musicale, je voulais faire plein de trucs. Enfin, bon, voilà. Et du coup, j'allais à des choses qui me correspondaient pas forcément non plus. Mais bon, après, voilà, c'est aussi quand tu commences, quand t'es jeune, t'as l'énergie de tout tester. Bah oui, et puis forcément, t'as envie aussi de frapper à toutes les portes parce que justement, il y a ce truc de j'ai envie de commencer à travailler, tout simplement. C'est ça, t'as envie de te montrer, t'as envie de t'entraîner aux auditions et tout. Moi, je déteste les castings, clairement. Je pense qu'on est plus à ne pas les aimer qu'à les aimer. Je pense aussi. Mais après, moi, je connais quelques personnes et j'ai quelques potes qui sont là. Moi, j'aime bien les castings. Je suis là, mais mon Dieu, mais c'est la pire chose sur Terre. Alors, disons que moi, je pense qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ça reste un exercice qui est quand même très particulier, qui peut être très déstabilisant, qui peut aussi très bien se passer. Mais je pense que, en tout cas, pour ma part, il y a quand même un peu ce facteur stress aussi, où physiologiquement parlant, il se passe quand même des choses dans le corps où on se dit. Oui, tout à l'heure, tu me demandais si j'étais traqueuse, mais en spectacle, je le suis pas. En audition, c'est un enfer. Ok. Vraiment, voilà. Oui, t'as plus le trac, par exemple, avant une audition, ou que au moment d'un spectacle. Ah oui, okay. Non, mais clairement. D'accord. Chez moi, ça se vaut quand même. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je suis un peu une traqueuse. Après, une fois que c'est lancé et que ça va, que je me sens en confiance, ça va. Mais je suis quand même, je pense, par rapport à la moyenne, je suis assez traqueuse sur scène aussi. Enfin, avant, surtout. Ouais, moi, les castings, c'est le moment où vraiment. Maintenant, je fais des exercices de respiration avant d'y aller parce que. Mais oui, parce que t'as le corps des fois qui juste se bloque, quoi. Et c'est. Enfin, je sais pas. T'as beau te dire, non, mais en fait, c'est juste un casting, hein, tranquille, tu joues pas ta life. Mais en fait, t'as le cœur qui s'accélère, la bouche sèche. Et voilà. Les mains moites. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est très intimidant d'avoir juste une table. Puis alors, plus ils sont dans le jury, plus c'est flippant. Et après, enfin. Pour moi, les castings comédie musicale, j'entends chant, théâtre, c'est plus stressant que les castings danse, parce qu'en danse, tu passes jamais solo enfin rarement. Oui. Devant un jury. Et après, encore une fois, tout dépend du jury. Parce qu'il y a des jurys qui savent vraiment te mettre à l'aise. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup quand même. Du coup, tu vas te sentir plus en confiance. Et d'autres, pas, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Et puis des fois, même une histoire d'affinité qui s'explique pas. Tu rentres dans la salle, il y a un truc où tu te sens bien. Puis des fois, où pourtant, il n'y a rien. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Mais il y a quelque chose où... Voilà, c'est pas la même ambiance. Ça dépend, quoi. Ouais, ça dépend. Après, ce qui est dur
dans la danse aussi, c'est le nombre, quoi. Tu sais que t'arrives à se démarquer. Un open call, enfin vraiment, on est du bétail, hein. Enfin clairement, on est 500, et puis tu passes à la chaîne, et en fait tu te dis genre là, en fait, en 40 secondes même pas, il faut qu'il m'ait repéré et qu'il me choisisse, tu vois. Enfin, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Au-delà de ton talent, de tes compétences, etc. Enfin, pour moi, le casting, c'est un exercice qui est vraiment très difficile. Et pas juste par le moment T. C'est vraiment l'avant, l'après, l'attente de la réponse. Oui, ça aussi, c'est... Et quand tu as eu la réponse négative. Quand la réponse est positive, en général, ça va. C'est ça. Ou alors, dans certains cas, comme ceux qui se mettent à stresser parce que sentiment de pas être légitime ou que sais-je. Mais c'est sûr que oui, c'est quand même autre chose après que d'avoir à gérer la déception. Et c'est vrai qu'en fait, en tant qu'artiste, je sais pas si c'est peut-être ça aussi que tu penses, mais en fait, il y a tellement de choses à gérer. C'est au-delà du métier et de ce qu'il implique en termes de compétences et donc du coup de travail, mais c'est tout l'aspect psychologique et émotionnel. Enfin, là tu l'as très bien décrit. C'est tout le long, quoi. C'est avant, pendant, après. Une fois que tu as eu la réponse, ça s'arrête pas, quoi. Ouais, et puis désolée. Moi, vraiment, les castings, ça a créé beaucoup de blessures en moi. Du coup, ça fait 9 ans que du coup, je fais ce métier-là, bientôt 10. Et voilà, j'ai toujours su rebondir et m'accrocher. Mais, oui, parce que mine de rien, bientôt 10 en étant toujours là, alors que il y en a des fois où on en connaît, ils ont abandonné parce qu'à un moment donné donc c'est déjà et puis chouette aussi, voilà. En plus moi j'avais vraiment cet objectif de comédie musicale, de faire de la comédie musicale, et j'ai pas du tout accédé à ça tout de suite. Parce que tu passais du coup, là tu parlais donc des castings, notamment des open calls en danse. Tu faisais plus de casting entre guillemets danse que comédie musicale, ou est-ce que c'était à peu près kiff-kiff? Au début c'était un peu kiff-kiff, mais par contre je n'auditionnais pas pour des rôles quand j'ai commencé. Ok. C'est-à-dire que plus l'ensemble. D'accord. Ouais. Mais oui, avant c'était plus ensemble ou alors audition danse. Ok. Donc il y a eu une évolution aussi, toi, par rapport à comment tu te positionnes maintenant sur ça, Oui, clairement, Sherlock Holmes, du coup, c'est un spectacle dans lequel je suis depuis 3 ans maintenant, a beaucoup aidé à me sentir légitime, à jouer un rôle et tout. Parce que là-dessus, du coup, t'as un rôle principal. Tu incarnes le rôle principal féminin, c'est ça? Ouais, le rôle d'Emma Jones. En fait, je suis rentrée sur le spectacle en étant ensemble doublure d'Emma Jones, qui est jouée par Marine Duhamel. Oui. Et là, en fait, le spectacle se rejoue à Paris, mais du coup dans un théâtre plus petit, où du coup on a dû réduire la taille, réduire le nombre de gens sur scène, l'équipe, et donc on est passé de 9 à 8, et en fait c'est ma place d'ensemble qui a sauté, mais du coup les SAFA m'ont proposé de faire une alternance pour le rôle d'Emma Jones, donc du coup maintenant je suis en alternance. D'accord. Oui, c'est ça, parce que tu faisais aussi de l'ensemble, et en fait t'avais un peu 2 postes du coup sur le spectacle. C'est ça. Sachant que moi au départ je voulais pas envoyer pour Sherlock, parce que fallait justement être doublure du rôle, et je me sentais pas de le faire et tout. Et en fait plusieurs personnes, et surtout Maxence, mon chéri, il m'a dit mais si, allez, on envoie, fais-le. Et en plus c'est l'audition de Sherlock Holmes, c'est vraiment c'est l'audition de la dernière chance. J'étais à un moment dans ma vie où j'étais prête à tout arrêter. D'accord. Et en fait je finissais la saison de casting, quoi. On était en juin, j'étais là en fait, si celle-là ça fonctionne pas, il m'en restait une autre après, ou l'autre ne fonctionne pas, c'est en septembre, j'arrête. J'en ai plein le comme quoi, hein, c'est fou, hein, il y a des timings qui... Oui, c'est ça. Et puis et je sais que en fait j'ai défoncé mon audition. Ouais. Et voilà, c'est ce que Julien m'a dit après au téléphone. Vraiment,
t'es en mode mais en fait tu le voulais tellement. C'était sûr. Et pourtant il y a plein d'autres auditions où je le voulais de ouf quoi, mais après je sais pas, forcément après il y a toute une part de subjectivité et de voilà, ce que j'ai fait ça leur a parlé, donc voilà, ça a marché. Oui, puis ça, en plus, de toute façon, dans les auditions, ce qu'on disait d'ailleurs avec plusieurs invités du podcast, c'est qu'en fait, il y a tellement aussi de choses qui entrent en ligne de compte que parfois, en fait, je pense que ça arrive qu'on fasse des super prestats, des super performances, mais voilà, à la limite, c'est pas ça du tout qui est remis en question, mais c'est juste que à ce moment-là, ça a été une autre personne, voilà. Mais là, en l'occurrence, pour le coup, ça a payé parce que non seulement toi, t'as donné ce qu'il fallait donner, ça a convaincu, et en plus, c'était à un moment où voilà quoi, c'était un peu comme tu dis la dernière chance, parce que quelque part t'étais un peu fatiguée de tout ça, c'était j'étais fatiguée, enfin du coup oui, quand j'ai commencé du coup j'ai pas trouvé de travail tout de suite dans la comédie musicale, et moi j'ai commencé avec des saisons en camping, expérience. C'est quelque chose aussi. Hein. Tu faisais de l'animation et des spectacles. Je faisais de l'animation, des spectacles. Rien que déjà, ça c'est hyper exigeant pour le corps de faire tout ça pendant 2-3 mois non-stop avec des horaires. C'est un bon moyen de perdre du poids, je te le dis. Mais non, et puis c'est surtout que vraiment en une semaine, fallait monter 4 shows quoi. Oui, des timings. Bon, ça t'apprend à être c'est formateur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est formateur. Ça t'apprend à être réactif, à être malléable, à t'adapter, etc. Oui, finalement, après, j'ai envie moi, de dire... j'ai beaucoup râlé sur les conditions quand même. Voilà, ça c'est vrai que c'est encore un autre point, mais c'est vrai que à la limite, quand on sort d'école et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'opportunités, ça reste quelque chose qui peut être très formateur parce qu'effectivement, t'apprends énormément de choses. Moi, j'ai fait aussi des spectacles en camping et je vois aussi ce que ça demande et ce que, grâce à ces choses-là, j'ai pu après développer sur certaines compétences. Mais effectivement, c'est sûr que à un moment donné, j'imagine que toi, t'aspires déjà à faire autre chose. Et puis parce que oui, c'est ça, le corps prend cher, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'est. Oui. Et puis, moi, l'animation, c'est pas du tout mon truc, donc. Et il y a cet aspect-là où là, on est même plus trop dans l'artistique. Bon. Voilà. Enfin, vraiment, je kiffais faire les shows le soir, mais oui, déjà artistiquement, c'était pas ce que je voulais, même si ça m'a beaucoup appris. Enfin, en tout cas, la première année. Ouais. Et après voilà, c'était pas ce à quoi j'aspirais, mais après c'est une expérience où en fait j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui, donc c'est quelque chose quand même qui est précieux. Humainement, tu vis des super trucs. Tu peux en vivre des très mauvaises. Oui, ça c'est vrai qu'après c'est aussi un peu le jeu de sur qui je tombe. Et voilà, mais comme quoi là il y a peut-être eu aussi une histoire de timing où tu rencontres telle ou telle personne à tel moment et qu'après du coup tu fais. Moi ma première saison d'été, vraiment c'est mes meilleurs amis d'aujourd'hui. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de connaître ça. Mais voilà, après, ça n'a pas été le cas sur toutes les saisons d'été, parce que j'en ai fait quand même plusieurs, parce que mine de rien, en fait, tu fais tes cachets quand même facilement. Oui. Mais voilà, du coup voilà, j'ai fait des saisons d'été. Après j'ai débarqué un peu dans l'univers du cabaret. C'est un univers qui m'attirait, mais moins que la comédie musicale, et je suis arrivée un peu par hasard. Enfin, ma première année, en fait il me manquait quelques cachets, et puis en fait c'est du bouche à oreille que j'ai fini sur un truc. Voilà, mais après le cabaret c'est beaucoup des conditions, enfin pas beaucoup, mais selon d'une compagnie à une autre, c'est un peu galère, quoi. Effectivement, c'est très variable, en fait, parce qu'il y a des super... il y a les grands cabarets prestigieux de Paris, il y a les compagnies itinérantes qui sont aussi assez prestigieuses, et puis après, il y a des compagnies qui sont, comme tu dis, à une échelle un peu différente, et où, du coup, il n'y a peut-être pas les mêmes moyens, il n'y a peut-être pas les mêmes... Et là, du coup, ça peut être aussi un peu difficile selon les endroits où tu joues. Oui, c'est pas toujours une question
de moyens, je pense que c'est aussi une question d'organisation Bien sûr. Et d'envie. Et, Oui, pas que de moyens financiers, quoi. De moyens aussi sur tout ce qu'il y a autour de gestion. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Ça. Mais du coup, j'ai eu des expériences catastrophiques en termes d'organisation et voilà, où tu apprends sur des vidéos qui sont même pas claires, où tu as à peine des répètes. Et moi, ma première en cabaret, j'ai eu 2-3 heures de répète pour un show de 2 heures. Non, 2 heures, j'abuse, mais oui, il y avait quand même, je devais quand même me farcir 8-9 tableaux. Et je n'avais jamais fait de cabaret, donc c'est-à-dire que je n'avais jamais dansé avec une roue de plumes, avec un casque de plumes, j'avais jamais dansé en talons sur scène, jamais en string et soutif paillettes et tout. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un truc, vraiment, c'est un univers, quoi. Ouais, c'est un univers, et le baptême de feu, quoi. Genre, j'ai à peine essayé mes costumes et tout. Bon, alors, première fois à l'entracte, je me mets à chialer, quoi, parce que vraiment rien n'allait. Puis là, c'est pareil, ça fait beaucoup à encaisser aussi. Puis on a envie de bien faire les choses, donc forcément, on se dit mince. Voilà. Puis l'inconfort aussi, parfois, qu'on peut ressentir. Mais, en fait, mais du coup, dans ces moments-là, tu ne ressens aucun plaisir. Mais bon, voilà. Après, j'ai appris, et du coup, c'est aussi grâce au cabaret que j'ai appris à comment me maquiller, à comment mettre des faux cils, à comment me tenir en talons. J'ai appris plein de choses via cet univers-là. Il y a des trucs qui t'ont du coup plu aussi dans cet univers cabaret, parce que moi pour le coup j'étais très très branchée cabaret aussi, et c'est vrai qu'après par la force des choses, forcément la comédie musicale ça a pris beaucoup plus de place, mais il y avait quand même un truc où déjà sur le côté glamour un peu où tu incarnes quand même une forme de rêve. Alors après, ça peut aussi avoir ses travers, mais en tout cas, dans l'aspect vraiment positif, où on a des tenues qui sont juste incroyables parfois, avec ce côté de faire le show, quoi, d'être un peu la femme fatale en mode showgirl. Ça, c'est vrai que c'est un côté un peu galvanisant aussi parfois. Oui, et puis en plus, moi, quand j'ai commencé, j'avais juste envie d'être sur scène, quoi. Donc ça me permettait. Donc c'est déjà, voilà. Ça me permettait d'être sur scène. Il y avait plein de choses qui allaient pas, mais il y a aussi des choses qui me convenaient, dans le sens où, j'avais des cachets, je bossais avec des gens sympas. T'étais danseuse et meneuse de revue. T'as fait un peu les deux, ou t'as fait... Après, j'ai bossé avec différentes compagnies et j'ai chanté pour des cabarets, mais quand j'ai commencé, vraiment les premiers trucs que j'ai fait, c'est vraiment juste danseuse. Et voilà, donc il y a plein de trucs que j'ai aimé dans cet univers de cabaret. Après, moi ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde fait un peu la même chose, et bon, il faudrait peut-être moderniser certains aspects du cabaret, dépoussiérer un peu le truc, quoi. Et puis parfois casser justement certains codes, mais ça m'a quand même vachement apporté de faire ça, mais c'est sûr que après c'était que des dates qui étaient pas à Paris, donc c'est les trajets. C'est vrai que c'est souvent en tournée dans des salles un petit peu à différents endroits de la France. J'ai joué du coup dans des cabarets fixes, mais il y a aussi des trucs en itinérance et tout, et voilà, et après il y a des trucs qui m'ont pas du tout correspondu en termes de presta, ou et j'étais en mode non, là par contre stop, quoi. oui, puis voilà, c'était peut-être aussi le temps était peut-être venu de faire autre chose, et puis après il y a eu d'autres projets qui sont arrivés. Puis après il y a eu le Covid aussi qui a un peu fait mal. Oui, parce que c'est vrai qu'après si on resitue dans le temps, on a connu effectivement cette période particulière. Mais bon après c'était une période où où je continuais de toujours passer des castings pour la comédie musicale, et ça marchait pas, et franchement c'est lassant. Et après j'ai fait un spectacle comédie musicale, mais du coup il y a eu le Covid, tout s'est arrêté, ça n'a pas repris, donc en fait t'as la sensation de repartir de zéro, tu vois, parce qu'en fait quand tu décroches un contrat et que tu te dis en fait je vais jouer tous les soirs à Paris pendant 4 mois, peut-être qu'en fait il y a des gens qui vont me voir et que je vais me faire un peu plus connaître, et que ça va un peu enclencher certaines choses. Et en fait
fait, non. Donc voilà, et puis la reprise du Covid, et puis ça vient toujours pas. Vraiment, je suis arrivée à cette audition de Sherlock Holmes en mode, c'est l'audition de la dernière chance, quoi. Et voilà, j'avais fait un autre spectacle un peu type comédie musicale, mais en tournée, sur le tour du monde en 80 jours et tout, mais je chantais pas, j'étais danseuse, et moi j'avais vraiment envie de tout faire, quoi. Oui, bien sûr. Et voilà. Et du coup, c'est audition de la dernière chance qui a fonctionné. Oui, mais c'est... Et du coup, alors, quand tu as décroché ce contrat, est-ce que après, par la suite, il y a eu quelque chose où tu t'es dit, ok, là, il y a une forme de légitimité, où tu te dis, bon, en fait, j'ai vraiment quelque chose à faire là-dedans et je vais pas arrêter, même si effectivement, la question de trouver du travail, ça, elle se pose toujours, mais est-ce que ça a changé de ton rapport, de comment tu te positionnes ou dans le milieu, par exemple? Ça a un peu changé parce que tu sais, il y a ce truc où il y a un peu à Paris ce cercle de la comédie musicale, quoi, genre le gratin de la comédie musicale. Surtout que quand je venais de passer l'audition, il y avait le soir, il y avait les trophées de la comédie musicale, et moi je voulais pas y aller, et parce qu'en fait il y a ce truc où genre en fait quand t'as pas de taf, que en fait t'as envie de rejoindre un truc que t'arrives pas à rejoindre, et que en fait, tu te sens outsider, quoi, et enfin moi je me sentais mal. Après moi j'ai beaucoup de mal avec le fait de réseauter, etc. Et voilà, c'est ces soirées où il y a que des gens du milieu, où la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et quand t'as pas de travail, tu te sens comme une merde. mais en fait, c'est hyper, c'est humain, quoi, parce que oui, il peut y avoir ce sentiment un peu excluant, ou juste, tout le monde n'est pas au même stade, au même rythme. Les réalités sont hyper différentes. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off, et c'est vrai que je pense que là-dessus, c'est bien aussi de parler de ce ressenti-là, parce qu'en fait, je pense que tout le monde finalement ressent ça, et c'est marrant parce que si du coup tout le monde ressent ça, c'est que voilà, on est tous dans le même bateau. C'est ça. Et du coup après Sherlock, alors au début fallait assumer de jouer ce rôle d'Emma Jones, l'ensemble, aucun problème, mais bon, après c'est vrai qu'en plus c'était une reprise, donc saison 2, donc moins de répètes qu'une créa, donc double taf. J'étais quand même stressée. Oui, c'est normal. Et voilà, mais oui, ce contrat et plein d'autres choses, mais aussi ce contrat a favorisé le fait de me sentir légitime et de me sentir aussi appartenir à ce cercle de la comédie musicale. Oui, parce que c'est bête, mais voilà, une fois qu'il y a ce truc où il y a un exemple, en fait, il y a quelque chose de concret auquel on peut se raccrocher en se disant, voilà, il y a ce spectacle-là, c'est cool, et puis le plaisir aussi de faire ça, quoi, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, parce que donc on le disait en intro, mais donc tu es chanteuse, comédienne, danseuse, chorégraphe. Alors, tu chorégraphies pour la Misty... Oui, alors Misty chorégraphie, Dance. c'est quand même un grand mot, mais en fait, oui, je fais partie de la compagnie Misty Dance Theater. Qui est une compagnie de theater jazz qui a été créée pendant le Covid, justement. Et voilà, et c'est un collectif qui porte des projets pour développer le theater jazz en France, à Paris. Si vous connaissez pas, allez voir sur Instagram ou parce que c'est vraiment très qualitatif et très chouette à regarder. Donc voilà, moi j'ai chorégraphié quelques petits projets au sein de la compagnie. T'en as fait plusieurs. C'est pour ça que moi vraiment je te considère comme chorégraphe. Je sais qu'après soi-même des fois on se dit voilà, mais c'est. J'ai chorégraphié deux vidéos qui sont en tout cas sur la page. Après j'ai dansé pour les projets des autres. Et puis après voilà, nous en interne on a des projets de création qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont pas encore vu le jour et qui sont au stade bébé, mais qu'on pourra découvrir dans quelques temps peut-être. Ouais, peut-être au moment où sortira cet épisode, qui sait. Après c'est encore un autre truc, et mener tout de front c'est compliqué. Et donc voilà, mais par contre oui, là où je crée le plus finalement c'est pour mes cours. Et voilà, et donc tu es aussi professeur donc de danse et de
Pilates. Voilà. Donc oui, t'as quand même plein de casquettes aussi. Enfin, j'allais dire plein de casquettes à ton arc. C'est pas la bonne expression, mais on s'est comprise, voilà. Oui, en fait, justement, quand tout marche pas comme tu veux, t'es un peu... en fait, t'as deux options. C'est soit tu restes dans ton lit à te morfondre, soit tu te crées d'autres opportunités. Et en fait, après le Covid, quand je voyais que le spectacle dans lequel j'étais avant le Covid n'allait pas redémarrer, que je trouvais toujours pas de travail. Après, j'en ai trouvé parce que j'ai jamais perdu mon intermittence, mais voilà, en tout cas, un spectacle que j'avais vraiment à 2000% envie de faire. Je me suis dit, je vais me former au Pilates parce qu'en fait, j'ai connu le Pilates quand j'étais à New York parce que dans l'école, il y avait des cours de Pilates. Okay. Et voilà, donc je faisais un peu de Pilates, un peu de yoga et tout. J'avais aussi appris un peu par moi-même et puis des fois, ça m'arrivait de faire des remplats, etc. parce que c'est quand même très complémentaire de la danse. Oui. Et je me suis dit, en fait, il y a plusieurs danseuses autour de moi qui se forment de plus en plus, des gens qui l'ont fait pendant le confinement et tout. Et je me suis dit, allez, let's go. Et j'avais besoin d'une activité en plus qui allait me sentir plus safe dans la vie. De jamais être d'arrêter d'être en panique constante par rapport au cachet, par rapport à l'argent, etc. quoi. Oui, ça, c'est vrai que c'est une réalité qui malheureusement on peut pas ignorer ça aussi. Je pense que c'est un des trucs les plus présents aussi quand on est intermittent, cette urgence-là, quoi. Ouais. Et après, moi, j'ai toujours été de nature à vouloir être productive. Donc, il a toujours fallu que je fasse des choses, quoi. Enfin, voilà. Après, j'ai une éducation qui est comme ça aussi. Et ça, franchement, c'est travers parce qu'il y a des moments où tu t'épuises. Mais oui, enfin, en fait, il fallait que je fasse des choses. Et j'avais envie de faire des choses. Et c'est surtout que moi, dans ma vie personnelle est très importante. Et même en dehors de l'artistique, de la danse, etc., la comédie musicale, en fait, j'aime plein de choses et j'ai envie de faire plein de choses. Et toute ma vie ne tourne pas que autour de ça, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. En fait, j'avais le temps. Donc, je me suis lancée dans cette formation de Pilates sans vraiment savoir où ça allait me mener. Et en fait, mais dès le jour 1, mes révélations, passion ultime, quoi. Trop et bien. J'étais là, mais c'est incroyable. Enfin, moi, le mouvement, le corps, enfin, c'est des choses que j'adore de par la danse. Et ça m'a tout de suite parlé. Donc voilà, je me suis formée à ça. Et puis, j'ai commencé à donner des cours. Et puis, en fait, dans le Pilates, t'as le Pilates tapis, t'as le Pilates sur machine, le réformeur qui est très connu en ce moment. Mais t'en as aussi d'autres. Et donc voilà, donc moi, l'école que j'ai faite, c'est en plusieurs modules. Tu fais d'abord le tapis, après t'enchaînes ou tu fais une pause comme tu veux, tu fais le réformeur, et après le reste des machines, Cadillac, chair, tower. Oui, donc tu t'es formée en fait à tout un panel. Voilà. Moi, j'ai pas fait le dernier Pilates. module encore, mais du coup, j'ai fait d'abord le tapis, j'enseignais le tapis, et au départ, je voulais que faire le tapis, et puis en fait, au fur et à mesure, le réformeur, ça commençait à me titiller. Donc en fait, j'ai fait mon réformeur aussi. Et en fait, c'est surtout que dans ce processus de formation de Pilates, le tapis, ça dure 6 mois. Mais en fait, j'ai vu mon corps changer, j'ai vu ma danse changer, et en plus de ça, après j'ai fait toute une thérapie avec une sophrologue et tout, et en fait la respiration a pris une place hyper importante dans ma vie. Ouais. Et en fait, ça a tout changé. Mais ça a changé physiquement, psychologiquement. Enfin voilà, les douleurs chroniques, c'est pas des pathologies, pas des blessures, mais juste des douleurs chroniques que j'avais tout le temps, mais disparues, quoi. Ah ouais, c'est quand même un truc de ouf. Enfin, et en même temps, quand on sait après les bienfaits, voilà, on parle du yoga, on parle du Pilates de plus en plus, donc on se doute que ça a des vrais bienfaits, quoi. Donc, Mais ouais, en fait, le Pilates est aussi tombé à un moment où j'avais déjà commencé à entreprendre un travail sur moi. Plutôt psy, quoi. Ouais. Après, j'ai choisi la sophrologie parce que c'est en lien avec le corps aussi. Et voilà, et le Pilates par-dessus, mais en fait, vraiment, il y a un avant et un après, quoi.
Donc ouais, ça m'a fait énormément du bien personnellement, et ça a fait énormément évoluer ma danse. En plus, c'était une période aussi où genre, j'ai commencé à vraiment me spécialiser dans le theater jazz. Ouais. Donc vraiment, ça a été un point un peu clé, vraiment, ce moment-là. Et en fait, je crois tellement en cette méthode, et je crois tellement au bienfait de cette pratique que en fait, j'ai envie vraiment de la transmettre. Et voilà, parce que ça peut vraiment faire beaucoup de bien aux gens. Donc, et notamment aux artistes. Et notamment aux artistes. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert un cours spécialement spécifique, spécialement pour les artistes. Donc voilà, il est principalement rempli de danseurs, mais il n'est pas ouvert que aux danseurs pros. Après, il faut quand même une bonne condition physique quoi. Et surtout une conscience corporelle, parce que c'est vrai qu'à côté de danseurs pros, si on n'en a pas du tout, on va pas avancer au même rythme, quoi. Oui, forcément. Mais ouais, et puis en fait, tous les danseurs qui viennent, en général, ils reviennent. Ouais. Mais voilà, après, chacun a son planning et tout, mais tout le monde se sent mieux après. Donc, c'est chouette. Et puis ça doit être pour toi une grande... ça doit être gratifiant, quoi, d'apporter aussi ce que toi t'as connu avec ça, de pouvoir le donner aux autres, c'est trop chouette. Ouais, clairement. Et puis tu sens vraiment que tu vas gagner en longévité, quoi, grâce à ça, tu vois. Que tu choisisses de performer longtemps ou pas, tu vois, mais de juste être bien dans ton corps longtemps. Et parce qu'en plus, c'est vrai que sur la danse, il y a cet aspect-là où on se dit, à partir d'un certain âge, ça commence à être plus difficile. Donc, c'est là où on en parle moins dans le chant et dans le théâtre, mais dans la danse, il y a un vrai truc par rapport à ça. Après, il y a le truc aussi sur scène de, clairement, je pense qu'on ne donne pas méga la chance à des danseuses plus mûres, quoi. Oui, il y a effectivement, il y a certainement aussi ça. Voilà, franchement, mais ce qu'il n'y a pas trop dans le chant et dans le théâtre, et puis... parce qu'il y a un rapport au corps qui est... qui est différent, bien sûr. Qui est différent, mais ouais, même après, qu'on choisisse de chorégraphier, qu'on choisisse d'être prof et tout, c'est vraiment une discipline qui en fait te prépare et te répare. C'est un bon résumé finalement. Ouais, c'est ça. Donc ouais, et puis en fait, ça m'apporte beaucoup de bonheur d'enseigner ça, et même à des gens qui sont pas du tout de ce milieu-là, et ça me fait aussi sortir de cette bulle-là, quoi, d'avoir un autre domaine d'activité. Voilà, t'es pas toujours la tête dans le guidon, dans tes castings, dans ton truc. C'est un exutoire un peu... Ouais, c'est un peu une bulle de sérénité, entre guillemets. Après... c'est pas simple de tout le temps jongler entre les deux. J'imagine, ouais. Voilà, mais ouais, ça a apporté beaucoup de stabilité à ma vie. Ouais, et puis ça, c'est quelque chose dont on est quand même assez friand, les intermittents qui sommes pas toujours beaucoup dans la stabilité. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, là, plus j'avance, j'ai pas envie de dire plus je vieillis, parce que voilà. On vieillit, mais tranquillement. Mais, c'est ça. Mais plus j'avance et plus j'ai envie de sérénité, et moins je supporte certaines choses du milieu artistique. Clairement. Ce qui se comprend aussi. Et d'ailleurs, dans les choses là qui vraiment qui sont de moins en moins acceptables, en ce moment, par exemple, on parle beaucoup, et heureusement, on fait des parallèles en fait entre ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le milieu artistique, et notamment sur la place des femmes, sur la façon, sur parfois même des choses, des injustices ou des inégalités de traitement. Quel regard tu portes, toi, par rapport à justement notre milieu du spectacle vivant? Peut-être là où on doit faire des progrès vis-à-vis des femmes, tu veux dire? Alors ouais, vis-à-vis des femmes ou de la société en général, parce que il y a plein de sujets qui justement méritent et sont de plus en plus mis en lumière, donc c'est là où je me dis c'est cool, parce qu'il y a quand même des choses qui avancent, mais voilà, quelle est ta position, toi, par rapport à ça, dans ce que tu as pu observer là-dessus? De manière générale, si je crois à société et spectacle vivant, en fait, la place que les artistes ont
dans la société. Après, je trouve que ça va mieux parce que, enfin, moi, en tout cas, franchement, je me souviens pas la dernière fois que j'ai entendu ah ouais, t'es danseuse, mais c'est un métier ça. Non, pas du tout. Les gens sont plutôt émerveillés. Ouais. Mais ils sont émerveillés, mais en même temps, quand il s'agit de louer un appart, on va pas te faire confiance. Oui, non mais oui, c'est... Voilà. Et voilà. Et aussi, moi, ce qui me saoule, c'est pourquoi le milieu du travail, pourquoi le droit du travail ne s'applique pas dans le milieu artistique. Enfin, vraiment, Oui. En fait, il y a beaucoup de choses qui reposent sur ça a toujours été comme ça, sur en fait, c'est une passion, donc on accepte beaucoup de choses. Non, en fait, il y a un moment donné, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me former, je dépense continuellement de l'argent pour prendre des cours, pour m'entraîner, louer des studios, etc., faire des stages. Après, on a des moyens avec l'AFDAS et tout, et ça c'est génial, on a quand même un système français dont il faut être reconnaissant. Oui, il y a déjà des choses bien, effectivement. Voilà, mais il y a un moment donné, en fait, qu'on parte du principe que des répétitions pas payées, c'est normal, c'est non, en fait. Et je sais, parce que, enfin, tu vois, même d'avoir fait la démarche d'avoir un collectif et de monter des trucs, enfin, c'est un système qui est même plus grand que nous, parce que quand tu veux faire des projets, trouver de l'argent, c'est compliqué. Et voilà, mais il y en a qui partent du principe que c'est normal, et ça c'est pas ok. Et après, je prends l'exemple des répétitions, mais en fait, des exemples... Oui, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel. Puis là, en l'occurrence, effectivement, sur des sujets de budget, ça peut toujours être un petit peu plus complexe, parce que, voilà, ça dépend, il y a des plus petites structures, etc. Mais là où, effectivement, je te rejoins à 100%, c'est sur le flou, moi j'appelle ça le flou artistique. Ouais. Le flou artistique sur la législation, ouais, sur... le flou juridique. Voilà. Alors que, en fait, juridiquement, c'est pas du tout flou, hein. C'est juste que les règles ne sont pas appliquées, et que en fait si toi tu vas pas accepter, en fait il y en a 150 derrière qui veulent ta place. Donc et sur vraiment tous les sujets en plus, hein, et on parlait en off du podcast Dance Lab qu'on écoute toutes les deux, et c'est vrai que il y a aussi des super ressources avec des personnes qui, justement, dont c'est le métier, qui ont les compétences et qui reprécisent des choses, même par rapport à l'intermittence, des choses où on se dit purée, mais c'est fou que même nous, des fois on sait pas, où les gens, ah oui c'est vrai, j'ai le droit à ça, je peux faire ça, ah ça ils ont pas le droit de faire, et en fait il y a un tel c'est un peu encore la cour de récréation où des fois tout le monde fait des choses que qui sont pas totalement ok, quoi. C'est ça. Et après, bon, faut trouver aussi un juste milieu, et puis après, à titre individuel, on peut aussi choisir ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un peu cette peur de en fait je vais me taire parce que j'ai peur de soit qu'on me réengage pas, soit passer pour quelqu'un de chiant, ou en fait je passe au-dessus parce que en fait j'y trouve quand même mon compte, et voilà, et toutes ces raisons sont valables, et moi aussi, hein, j'accepte certaines choses, mais je trouve que des fois en fait on te précise, il y a certaines choses, on ne précise même pas que c'est pas payé, parce qu'en fait on part du principe que c'est normal. Et ça c'est pas ok. Enfin, en fait le travail est régi par des lois. Oui. Et puis tout travail mérite salaire de base. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et puis après, bon, il y a des choses où je dis, mais dans le milieu artistique, c'est toujours comme ça, machin. Après, en discutant avec des gens qui sont pas du milieu artistique, et je m'aperçois aussi que dans d'autres domaines d'activité... Oui. En fait, c'est ça. C'est aussi parfois il y a des choses qui se retrouvent. Ouais, voilà, ou d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue reconnaissance aussi. Même sur l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Bon, typiquement, ça, a priori, c'est dans tous les secteurs. Alors, je sais pas si nous, vraiment, on a moyen de mesurer ça, parce que ça peut être... je pense pas avoir été moins payée que quelqu'un qui fait le même job que moi. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes... Enfin, en tout cas, que si une personne gagne un peu plus, ça va être plus, par exemple, pour des histoires de, c'est tel rôle ou tel... Ou alors par rapport à de l'ancienneté, de carrière, ou d'autres critères, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses où on se dit, en fait, dans tous les milieux, finalement... Parce que c'est vrai que des fois on a un peu l'impression d'être une niche, et c'est le cas quelque part, on est une niche, mais il y a quand même un peu un truc qui se reflète et qu'on retrouve aussi dans nos domaines, quoi, et dans nos métiers. Ouais, c'est clair.
Donc ouais, voilà, ça, voilà, sur la reconnaissance et les conditions de travail, on peut faire mieux, je pense. Après, ça dépend des projets, hein. Bien sûr. Voilà, j'ai bossé pour des trucs super où j'ai pas eu grand chose à redire et d'autres où vraiment oui, c'est très variable dans tous les cas quoi. Rien ne va et donc voilà, et aujourd'hui en fait je fais vraiment le tri et je préfère ne pas travailler que travailler pour des choses qui vont pas me correspondre ni humainement ni artistiquement ni financièrement. C'est important. Donc voilà, et après vis-à-vis des femmes, bon voilà, on en parlait un peu en off, mais oui, à quand la parité sur les rôles hommes et femmes, hein? Parce que bon, pour rappel, on est beaucoup plus de femmes à faire ce métier que d'hommes, avec beaucoup moins de place. Dans les proportions. Et ça, j'avais lu, et en fait, c'est valable aussi même dans les métiers, par exemple dans le cinéma, dans le théâtre, mais même dans les métiers de techniciens, tout simplement, où c'est la part, elle est, il y a une vraie disparité déjà dans les personnes aussi qui créent les projets, que ce soit les scénaristes, les réalisateurs, réalisatrices ou metteurs en scène, etc. Enfin, c'est global de ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel on peut encore s'interroger. Oui, et puis voilà, ce qu'on disait aussi, c'est que quand on monte un spectacle d'une histoire qui est ancienne, bon voilà, notre société est construite sur le patriarcat, donc voilà, c'est souvent des histoires anciennes ou qui contiennent du coup plus de rôles d'hommes. Bon, après, c'est pas pour autant que l'œuvre est mauvaise, hein, loin de là, mais c'est vrai que je pense que si on pouvait avoir un peu plus d'histoires inventées aujourd'hui où il y a une parité homme-femme dans les rôles ou dans le nombre de personnes sur scène, et je pense que même pour certains trucs un peu plus historiques, possibilité d'adapter peut-être, possibilité d'adapter ou même possibilité de juste en fait des rôles, certains rôles masculins d'ensemble. Je pense que ça pose pas grand problème que ce soit joué par une femme, parce qu'en plus dans l'ensemble t'es souvent amené à faire des multi-personnages, multi-rôles. Voilà, enfin... Bon, après, ça a déjà été fait, quoi. Mais je pense que, on pourrait créer des spectacles où les femmes sont un peu plus présentes à l'égal des hommes en termes de nombre, que ce soit dans les ensembles ou dans les rôles. Et avec des vraies choses à défendre. Ça, on en parlait effectivement aussi tout à l'heure. Voilà, plus que d'être la femme d'eux, amoureuse d'eux, la mère d'eux. Voilà, avec plus de choses à défendre. Et je pense que c'est aussi une question de représentation, quoi. Là, dernièrement, il y a de plus en plus de diversification, pas de diversification, de diversité, du coup dans les origines des comédiens, etc. Sur scène, les ethnies qui sont représentées. Voilà, toutes les ethnies sont de plus en plus représentées, etc. C'est un point qui s'améliore quand même. Je pense que on peut faire la même chose avec la parité homme-femme. Oui, c'est qu'en fait, voilà, tant qu'il y a des améliorations effectivement qu'on peut constater, et c'est super, donc continuons finalement sur cette lancée. Et puis, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore sur ça, et puis c'est surtout que après, en fait, cette infériorité numérique des hommes dans le milieu leur est favorable, parce que du coup moins de compétition, et je trouve que c'est un milieu qui est beaucoup plus difficile pour nous les femmes, et il y a beaucoup de mecs qui le reconnaissent. Oui, et puis même des personnes qui font passer des castings et qui disent mais en fait c'est hyper compliqué de choisir parfois du côté des rôles féminins, là où du côté des rôles masculins, en fait des fois il y a presque pas tel ou tel profil qui est attendu, parce qu'en fait il y avait juste pas de postulant, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et du coup déjà que c'est un milieu difficile, mais c'est vrai que nous on va encore plus essayer de tout donner et de se démener, il faut se démener encore plus pour espérer avoir du boulot, quoi. Et voilà, et franchement après si tu prends sur une année rien que dans la comédie musicale tous les spectacles, compter le nombre de femmes, compter le nombre d'hommes dans les spectacles, et voilà, donc c'est ça aussi qui fait que ça rend les castings encore plus difficiles, et du coup
encore plus difficile à obtenir un job et encore plus difficile à faire face à des non, quoi, après des castings, quoi. Ouais, parce qu'à la proportionnelle, forcément. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai une dernière question à te poser parce que l'heure tourne, le temps passe et c'est hyper intéressant, mais j'ai quand même envie vraiment de te poser cette question parce que, on en parlait aussi en off, décidément on a parlé de beaucoup de choses en off, mais donc tu es en couple avec un intermittent du spectacle aussi, comme toi, mais à la différence qu'il n'est pas sur scène, il est donc, alors de toute façon je spoil pas en fonction de quand sorte l'épisode, mais bon, il est possible que vous ayez ou que vous alliez plus tard après avoir des nouvelles, mais donc c'est un technicien régisseur son, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et moi je voulais te demander qu'est-ce que ça apporte justement donc d'être en couple avec quelqu'un qui est dans le même domaine mais sur un job différent, parce que j'imagine que il y a des choses où vous allez vous comprendre forcément. Puis vous avez été en plus sur le même spectacle, sur Sherlock Holmes aussi, il me semble. Donc voilà, qu'est-ce que, pour finir un petit peu cette interview sur un autre sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ? En fait, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on est dans le même milieu mais on fait pas le même métier, et je pense que si j'étais avec un comédien, un chanteur, un danseur, enfin bref, qui fait de la comédie musicale, je pense que je me compare, que je me comparerais beaucoup, et du coup, vu que lui il est de l'autre côté de la scène, il n'y a pas du tout cette comparaison, c'est pas du tout la même manière d'obtenir un job, et en même temps il comprend. Il comprend tout ce que je vis. Je pense que si j'ai pas arrêté ce métier, c'est grâce à lui, clairement. Parce que quand on va voir un spectacle, on voit les gens briller sur scène, mais on sait pas combien parfois ils peuvent pleurer sur leur canapé. Et voilà, et du coup, dans les moments difficiles, il a vraiment su trouver les bons mots, me supporter. Après, c'est pas le seul. Il y a aussi d'autres gens de mon entourage qui m'ont beaucoup aidé à faire face aux épreuves difficiles de ce métier. Mais oui, lui, il connaît aussi ce métier, quoi. Il sait, il connaît, il sait trouver les bons mots, et puis il croit de ouf en moi, donc il serait aussi triste que j'arrête. Et puis il a un regard aussi assez objectif, en plus que du coup lui il a fait 15 ans de musique, dès que je travaille à la maison, s'il y a une fausse note, il sait l'entendre. Si je suis pas en rythme, je me fais tacler. Ah oui, voilà, ça par exemple, je savais pas, par exemple. Tacler direct. Et voilà, donc en fait, c'est cool parce que il peut aussi m'aider, plus dans la musique que dans la danse, mais oui, il a quand même un regard. Oui, vous pouvez partager un petit peu, finalement. On partage tout ça, et puis il est aussi passionné de comédie musicale, donc en fait, on partage cette passion, on va voir des spectacles ensemble, on va à New York, à Londres ensemble. Oui, ça c'est génial aussi. Donc c'est super, et on arrive à se soutenir dans ce métier-là, même si c'est lui, il vit pas les mêmes, il vit des difficultés forcément, mais il vit pas les mêmes que moi, quoi. Après les techniciens, c'est pas non plus le meilleur métier pour avoir de la reconnaissance. On aura l'occasion d'en discuter avec lui. Mais non, c'est cool de pouvoir se porter à deux, là-dedans, se soutenir sans être en compétition l'un et l'autre. Oui, ça c'est important aussi. En tout cas, merci beaucoup, Romane. On a abordé plein de choses différentes. Je suis super contente. C'est clair. Et vraiment. En plus, franchement, j'aurais envie de dire encore 1000 trucs. Et puis moi aussi, j'aurais envie de te poser plein de questions. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir aussi joué le jeu, d'aborder avec vraiment beaucoup d'authenticité toutes ces questions qui nous touchent de près, de loin, où nous toucherons. Donc c'était un grand plaisir. Merci, et effectivement, je spoil, mais on recevra donc Maxence, qui est le fiancé de Romane. D'ailleurs, à l'heure actuelle, peut-être que, à mon avis, le mariage, ce sera quasiment passé au moment où on diffusera l'épisode. Donc voilà, merci encore, Romane. Merci à toi de m'avoir invitée. Très bel honneur. Avec grand plaisir. Et puis, à bientôt tout le monde. Salut.
C'est tout pour nous aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si ces thématiques vous ont plu, vous pouvez retrouver le compte Starlettres sur Instagram. Vous avez plein de billets autour de ces différents sujets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve ici le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.